vous retrouve donc comme promis pour une nouvelle édition de Direct. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h heure du Caire, soit 18 h temps universel. Et nous avons deux sujets à débattre aujourd'hui. D'abord, la France, ce qui se passe en France, l'actualité française avec un témoin, je dirais, oculaire, vivant là-bas, président de l'association de l'amicale, je dirais, France-Égypte. Et nous allons parler de l'actualité Moyen-Orient, plus précisément la Syrie et le Yémen avec notre invité Tofia Klimondos, analyste politique. Mais comme vous savez, le premier volet est consacré à l'actualité en général, et on commence par l'ONU et Washington qui au Yémen plutôt, un cessez-le-feu était en vigueur au Yémen, mais dans les faits, les combats et les raids aériens se sont intensifiés depuis le début de cette trêve qui s'est passée jeudi dernier. La situation s'est détériorée davantage dimanche avec une série de frappes aériennes contre les rebelles chiites houthis dans la capitale Sanaa. Plus de détails dans ce récit. Le vibrant appel lancé par le médiateur de l'ONU, Ismail Ould Cheikh Ahmed, pour un prolongement de la trêve de 72 heures qui a expiré samedi à minuit n'a pas été entendu. La situation s'est détériorée davantage dimanche avec une série de frappes aériennes contre les rebelles chiites houthis dans la capitale Sanaa et d'autres régions du pays. Les forces loyales au président Abdrabbuh Mansour Hadi, soutenues par une coalition arabe sous commandement saoudien, et les rebelles houthis pro-iraniens s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve mise en place jeudi dernier à la suite de fortes pressions internationales. Elle était en partie destinée à soulager la population civile qui paye un lourd tribut à un conflit qui a fait, depuis mars 2015, plus de 6 900 morts. Ismail Ould Cheikh Ahmed a affirmé que le cessez-le-feu avait globalement tenu en dépit de violations rapportées des deux côtés à plusieurs endroits. Cette comédie de trêve est destinée à détourner l'opinion publique internationale du massacre sauvage et criminel perpétré par l'Arabie saoudite et l'Amérique au Yémen, a dénoncé de son côté un haut responsable rebelle, Saleh al-Samad. Des frappes aériennes ont par ailleurs visé des positions militaires des rebelles et leurs alliés, des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh selon des sources militaires et les rebelles. Les avions de la coalition ont également ciblé des positions des rebelles ou des mouvements de leurs troupes dans les provinces de Ma'rib, Al-Jawf et Saada, ainsi que dans celle de Ta'iz, ont indiqué des sources militaires. Les pressions internationales exercées notamment par les États-Unis n'ont pas remis sur les rails jusqu'ici les pourparlers de paix en panne depuis l'échec début août de plus de 3 mois de négociations à Koweït sous l'égide de l'ONU. Et on reste dans le Moyen-Orient, Syrie. Les affrontements ont repris à Alep entre les forces du régime syrien et les rebelles au lendemain de l'expiration d'une trêve décrétée par la Russie qui n'a pas permis d'évacuer les blessés des quartiers assiégés. Pour sa part, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a affirmé qu'une nouvelle trêve humanitaire à Alep n'est pas d'actualité. Les détails dans ce récit signé Yarashusha. Une nouvelle trêve humanitaire à Alep où les affrontements ont repris entre les forces du régime syrien et les rebelles n'est pas d'actualité, a affirmé lundi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov. Il a par ailleurs critiqué la position de la coalition internationale, assurant que celle-ci préférait critiquer Damas et Moscou plutôt qu'exercer réellement son influence sur l'opposition et les rebelles pour le maintien de cette trêve. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pour sa part déclaré que les tirs n'ont pas cessé ces derniers jours sur les points de contrôle et les couloirs humanitaires mis en place, notamment la route de Castello. 8 couloirs humanitaires établis pour permettre aux habitants et aux rebelles qui le souhaitaient de quitter les quartiers d'Alep-Est tenus par l'opposition sont restés quasiment déserts de jeudi matin à samedi soir. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, avait accusé jeudi les rebelles syriens d'empêcher les civils de quitter les quartiers d'Alep-Est. Ryabkov a par ailleurs estimé que les conditions ne sont pas réunies pour une nouvelle réunion ministérielle entre les chefs de la diplomatie américaine et russe sur la Syrie en raison de la proximité des élections présidentielles américaines début novembre.
Peu après l'expiration de la trêve, les combats ont repris à Alep. Un déluge de roquettes et d'obus s'est abattu sur un quartier d'Alep-Ouest tenu par le gouvernement, tandis que des tirs d'artillerie et des frappes aériennes ont visé l'Est selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ancienne capitale économique de la Syrie est divisée depuis 2012 entre des quartiers ouest tenus par le régime et des zones est contrôlées par les rebelles. L'ONU comptait profiter de la trêve pour évacuer les premiers blessés vendredi, mais avait annulé ses opérations faute de conditions de sécurité suffisantes. Quelques 200 personnes blessées et malades doivent quitter de toute urgence les quartiers rebelles d'Alep. Arrivé dimanche à Gaziantep, dans le sud de la Turquie, où il devait visiter un camp de réfugiés, le ministre français des Affaires étrangères, Marc Ayrault, a regretté la reprise des combats. En visite en Irak, le secrétaire à la défense américain Ashton Carter a évoqué le lancement d'une opération d'isolement de Daesh dans son bastion syrien de Raqqa. Dimanche, la Maison-Blanche a par ailleurs condamné le recours aux armes chimiques en Syrie. Et pour terminer, en France, quelques centaines de policiers en civil se sont rassemblés vendredi sur le parvis de Notre-Dame de Paris pour exprimer surtout leur ras-le-bol 13 jours après l'agression de quatre de leurs collègues en région parisienne. Les syndicats de policiers tentaient vendredi de reprendre la main sur un mouvement de colère inédit qui contraignait le gouvernement socialiste à agir en urgence. Les détails dans ce récit. Le policier français réclamant plus de moyens ne faiblit pas au 8e jour du mouvement malgré le début de concertation et la rencontre prévue mercredi entre le président François Hollande et les syndicats contestés par la base. La mobilisation des policiers a continué dimanche avec des manifestations dans plusieurs villes comme Marseille, Nice et Nancy. Des policiers ont prévu de se rassembler à nouveau lundi soir à Paris. Écœurés par une attaque au cocktail Molotov ayant visé 4 de leurs collègues le 8 octobre en banlieue parisienne, après une année éprouvante sous le régime de l'état d'urgence lié à la vague d'attentats, les policiers réclament plus d'effectifs et de moyens matériels et des peines sévères pour leurs agresseurs. Les 2 policiers grièvement brûlés lors de cette attaque sont désormais hors de danger, mais le traitement de leurs séquelles va être très long, a indiqué lundi un médecin de l'hôpital parisien, où l'un d'entre eux est toujours hospitalisé. Les protestataires ont lancé un nouvel appel à se rassembler mercredi devant l'Assemblée nationale, juste avant que le président socialiste reçoive les organisations syndicales. Débordés par ce mouvement sur lequel ils tentent de reprendre la main, les syndicats ont lancé de leur côté un appel à se rassembler mardi à la mi-journée devant les tribunaux de France. En tête des revendications des syndicats, la révision du cadre juridique d'emploi des armes et la mise en place de peines planchées pour les agresseurs créées par la droite et supprimées par la gauche. Lundi ont débuté dans toute la France des réunions de concertation entre la hiérarchie policière, les autorités locales et le personnel policier. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, accompagné du patron des policiers, a participé à l'une d'entre elles dans la matinée à Rouen. Depuis le début de la mobilisation, le gouvernement s'emploie à apaiser la colère et les critiques de l'opposition de droite à quelques mois de la présidentielle.
Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, nous avons deux volets sur lesquels on va traiter aujourd'hui. Le premier volet, l'actualité en France, comme le commentaire vous indiquait tout à l'heure, des manifestations, un ras-le-bol des policiers, également les primaires, l'ambiance pour les élections présidentielles qui auront lieu bientôt, donc en mai 2017. Il y a encore quelques mois et les préparatifs se font depuis déjà la rentrée, c'est-à-dire depuis septembre. Je dirais que nous avons avec nous un témoin oculaire, puisqu'il vit à Paris. Il est président de l'association amicale Égypte-France. Merci d'être avec nous, Dr Albert Tagnos. C'est un plaisir d'être témoin avec vous et de vous dire ce que je pense de l'actualité et des actualités en France. Merci à vous. Alors, tout d'abord, l'agression des policiers, c'est un cas très fréquent, malheureusement, en France. À quoi, si on peut avoir votre avis sur à quoi est dû ce type d'agression? Je pense qu'il y a un fait, c'est que les policiers ne sont pas aimés pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'il y a une progression de la délinquance. Mais quand vous dites qu'ils ne sont pas aimés, c'est-à-dire dans un climat général, où il y a quand même malheureusement une seule partie, voilà, d'accord. Je dirais une petite partie des gens qui sont en dehors de la société. Les gens qui ont eu des problèmes avec la justice, qui ont eu des problèmes délinquants, quoi. Avec la police, les psychopathes, enfin je ne veux pas appeler des titres, des étiquettes, mais les gens qui ont eu des problèmes, même psychologiquement, l'image de marque doit évoluer et doit changer dans certaines personnes, dans certaines catégories des gens. Et je pense qu'il y a un travail à faire dans ce domaine pour que l'image soit meilleure, soit aussi objective, parce que la police en France, ils nous soutiennent, ils nous protègent, ils sont là pour nous aider, les gens qui sont la normalité des gens, la plupart des gens. Mais il y a une progression de la délinquance, il y a une progression de la haine. Il y a une certaine haine. Alors, ce qui est assez paradoxal parce qu'il y a un an, donc lors des attentats malheureux du Bataclan, on avait vu des vidéos où justement les gens applaudissaient ces forces de l'ordre. Et on voyait même ces policiers émus de voir ces gens les encourager, parce que ce n'est pas très fréquent. Depuis lors, les forces de l'ordre circulent parmi les citoyens avec les forces armées, donc toutes les forces armées françaises, militaires et donc forces de l'ordre circulent. Mais là, paradoxalement, un an après donc, ces attentats, alors qu'ils étaient félicités, il y a une manifestation pour exprimer un ras-le-bol. Comment vous l'expliquez ça? Ce qui est manifeste, c'est une petite minorité. Je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance à certaines personnes qui ont un intérêt à diminuer la police, à abaisser certaines catégories des gens parce qu'eux, ils ont des problèmes. Hein, la plupart des gens qui abaissent la police ou ils s'en contre ou ils manifestent, ils ont un problème. Alors, soit pour des faits qu'eux, ils vivent, soit parce que l'image a été un tout petit peu perturbée ou dégradée, ce qui ne justifie en aucun cas ce genre de manifestation. Mais par contre, ceux qui manifestent doivent aussi prendre en considération que nous avons besoin de ces policiers, que nous devons être là pour leur remercier, pour leur dire que vraiment ils font un travail extraordinaire. Peut-être les médias ne montrent pas encore que ces gens-là font un travail grandiose. Le problème d'une police en général, que ce soit en France, en Égypte ou partout dans le monde, la police est représentative du système puisqu'elle défend le système. Alors évidemment, quand on n'est pas content contre le système, on n'est pas content contre la police. C'est automatique, l'un va avec l'autre. Mais on a l'impression que depuis quelques années, le ras-le-bol est de plus en plus grand parce que les incidents entre police et délinquants, ça existait. Les frictions, les tensions, ça a toujours existé. Mais là, on a l'impression que ça a augmenté en cadence et disons, l'atmosphère est beaucoup plus tendue. Est-ce que vous le voyez, ça ou, Ça se ressent. Oui. Ça se ressent, et ça se ressent en plus chez les jeunes. Comme si les jeunes
dans leur période d'adolescence, ils se révoltent contre beaucoup de choses, dont aussi le système et dans la police. C'est une crise d'adolescence, autant peut-être pour une certaine partie du peuple en France, pour certains qui sont émigrés, qui n'ont pas su gérer leur adaptation dans la société française. Et c'est là que je peux souligner beaucoup de choses, c'est que la France a accepté, a reçu des gens de beaucoup de catégories. Ceux qui ont eu cette capacité de s'introduire doucement dans la société française avec intelligence, et d'autres qui ont montré leur crise d'adolescence, leur révolte, leur incompréhension du système français, comme si, presque en disant aux Français, vous ne parlez pas l'arabe, pourquoi? Parfois, j'ai des patients qui viennent se plaindre dans mon cabinet pour dire les Français sont des racistes. Je leur dis pourquoi? Regardez, ils ne parlent pas en arabe. Je dis mais c'est pas possible, ils sont en France, c'est leur pays, on est chez eux. Je dis non, quand même, il faut qu'ils nous parlent. Donc en fait, c'est une espèce de incompréhension. Une colère, enfin, ils sentent un manque d'intégration pour certains, et donc ils expriment ça avec beaucoup de beaucoup violence. De haine. Et parfois de passage à l'acte. Ouais. Vous voyez ce qui s'est passé en novembre. Est-ce qu'on est encore dans le climat de 2007, si je me souviens bien, en 2005, pardon, si je me souviens bien, où il y a eu donc ces manifestations. Nicolas Sarkozy était ministère de l'Intérieur, et il y a eu donc ces manifestations monstres avec dans les quartiers français, et puis avec des voitures brûlées, etc. Est-ce qu'on est encore, on revient à ce climat de tension? Alors, on revient à ce climat dans la haine, mais peut-être pas dans le passage à l'acte, ou à la rigueur, tout ce que j'espère. Ben quand même, les 14 policiers ont été, leur voiture était saccagée, ils se sont fait taper dessus quand même. Donc, malheureusement, il y a quand même un passage à l'acte. C'est pas la première fois. Oui. Et c'est pas la première fois. Il n'y a pas longtemps aussi, où ils ont fait sortir des gens de leur voiture. Ça arrive. Il y a certains quartiers, quand on les appelle les quartiers chauds, de la région parisienne, ou dans certaines grandes villes. Donc, c'est vrai, c'est un fait. Il faut qu'on l'accepte. Mais il faut voir aussi que parfois, c'est une sorte d'incapacité à se réduire, à s'accepter. Quand on n'arrive pas à se faire accepter, il y a des réactions, nous psychiatres, on connaît très bien ce refus, cette résistance, comme s'il y a une certaine résistance que les gens, que certaines personnes, que certaines catégories n'arrivent pas à assimiler. C'est un problème d'assimilation, c'est un problème d'incompréhension, c'est une résistance qu'il faut la gérer d'une façon psychologiquement acceptable, et puis peut-être il faut faire plus des émissions, peut-être il faut faire plus de travail au niveau national, sur le plan social et sur le plan aussi des médias. Comment réagit le gouvernement face à ces agressions contre ces forces de l'ordre et constatant, parce que vous n'êtes pas le premier à le souligner, constatant que ces agressions sont plutôt un refus et un rejet d'un système qui ne nous correspond pas, pas forcément contre la police elle-même, parce qu'il y a aussi les pompiers qui vont dans le tas, donc pompiers, police, forces de l'ordre, tout ce qui représente le système, un système dans lequel on est marginalisé, dans lequel on se sent humilié, mis de côté, donc on l'attaque. Et ce, depuis longtemps, les psychologues et les sociologues ont souligné ce point de vue. Alors, quelle est la réaction du gouvernement face à ça? Alors, je considère qu'il y a un manque de fermeté. Je pense que le gouvernement, je vais essayer de dire le mot exact, essaie de comprendre plus, mais ne voit pas le danger. Ils sont encore dans le système de dire on va essayer de protéger, de comprendre, de faciliter. Peut-être ils sont trop dans l'autocritique, pour ne pas dire masochiste. Hein? Ils sont toujours dans la
d'essayer de comprendre. D'accord. Mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut être plus ferme, il faut être raisonnablement dans la compréhension, mais ne pas se laisser faire sans rien faire. Très bien. Et c'est ce que j'ai donné récemment au Sénat, une conférence pour dire on se laisse faire de trop en France. Très bien. Nous avons au bout du fil, en direct de Paris, Saïd Zulfakar, analyste politique, ancien employé des Nations Unies. Merci d'être avec nous. Allô? Allô? Non, je ne vous entends plus du tout. Oui, vous m'entendez? Non, parlez plus fort, j'en prie. Je ne suis pas à Paris, je suis au Caire. Ah, vous êtes au Caire, vous êtes revenu au Caire. Hamdallah salama, comme on dit. Merci d'être avec nous, Saïd Zulfakar. Vous êtes donc analyste politique. Nous sommes en train de parler des manifestations et ce qui se passe en ce moment en France. Mais je profite de votre présence pour parler aussi et j'en parlais tout à l'heure avec vous, donc des primaires, des présidentielles. Quel est le climat en ce moment pour les élections présidentielles? Est-ce que il y a... Pour beaucoup, on sent que les Français ont certains, pas mépris, mais je dirais manque d'intérêt, vu que finalement les politiques ne répondent pas à leurs intérêts, à leur satisfaction. Comment vous avez perçu cela lorsque vous étiez justement à Paris? Je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a un très grand manque d'intérêt, vu que les personnes qui se proposent aux élections elles-mêmes n'ont pas grand intérêt, si vous voulez dire. C'est que le président actuel voudrait se représenter, or il a une cote la plus basse de n'importe quel autre président depuis la République, la Ve République. Je crois qu'il a 13 ou 14% de sondage qui approuvent Monsieur François Hollande. Vous avez son Premier ministre qui piaffe pour le remplacer, Monsieur Valls, qui a peut-être 15% simplement. Il n'est pas aimé. C'est un homme à une grande gueule qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas grand-chose, si vous voulez, d'après la population qui, elle, considère que l'actuelle présidence et gouvernement ont totalement échoué de résoudre les problèmes fondamentaux de la crise économique, etc., en France. Ou du côté de la droite, vous avez deux personnes qui combattent. Sarkozy qui voudrait revenir, mais qui est sous contrôle judiciaire actuellement. On l'accuse de corruption. Il y a des procès contre lui. Donc il fait tout, alors que lui est secrétaire général du parti, l'ancien UMP, qui s'appelle maintenant les Républicains. Oui. Il a donc l'armature du parti, l'organisation de son côté, mais la population, en gros, je pense, ne serait pas favorable au retour de quelqu'un qui déjà n'a pas été réélu et qu'on considère comme n'étant pas foncièrement honnête, politiquement ni financièrement. Alors vous avez le président, enfin l'ancien Premier ministre Juppé, maire de Bordeaux, oui, qui est une vieille tête, enfin quelqu'un qui a de l'expérience, qui rassure, si vous voulez, la droite. C'est quelqu'un qui n'a pas pour l'instant, qui a été quand même aussi éliminé de la vie politique pendant 10 ans suivant un procès, mais un procès qui vraiment ne le concernait pas lui directement. Et je crois qu'il a payé pour le président Chirac. Mmh. Mais il revient et il rassure beaucoup plus. Alors là, la grande personne qui gagne du terrain sur tous ces personnages falots qui se présentent pour l'instant, c'est Marine Le Pen. Et qu'est-ce que vous pensez avec la crise économique, le problème des réfugiés, le grand sentiment anti-musulman en France, le sentiment anti-réfugié qui se répand un peu partout, elle a le vent en poupe. Elle risque d'avoir jusqu'à 30% des voix si jamais quand elle se présentera aux élections. C'est-à-dire qu'elle pourra même éliminer François Hollande du premier tour. Vous savez, la présidentielle en France c'est une présidentielle de 2 tours. Il faut qu'il y a plusieurs candidats la première fois, c'est comme en Égypte. Oui. Et puis les deux premiers, enfin les deux qui ont le plus de voix. Il faut un deuxième tour. Qu'est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez suivi le phénomène Macron, qui pourrait à la rigueur pour beaucoup apporter une solution? Il est jeune. Je pense que ça c'est un personnage uni indépendant, si vous voulez, privé.
Je vous ai pas entendu, je vous entends plus. Par rapport, oui, je parlais d'Emmanuel Macron. Il y en a pour beaucoup, ils pensaient que ça pourrait être une solution. Il est jeune, il est nouveau, disons, il a des idées assez novatrices, des idées jeunes. Il y a même tout son cabinet est presque composé de jeunes personnes comme lui. Il est entre guillemets glamour dans sa vie. Mais voilà, donc ça pourrait être un sujet, enfin, une alternative, puisque en général le Front National, même s'il passe au deuxième tour, ne passe jamais au premier tour, pardon, ne passe jamais au deuxième tour. Le Front National a toujours été considéré comme une espèce d'épouvantail, de signal d'alerte. Il ne passera pas. Ouais. Il ne passera pas au second tour. Mais Macron n'a pas de parti derrière lui. C'est pas un homme de parti. C'est un homme de la banque. Or, les gens de la banque ne sont pas aimés en France. C'est un type qui sort je m'en rappelle de la banque Rothschild, je crois. Ce n'est pas quelqu'un qui a derrière lui un parti ou des partis ou une organisation partisane. Il n'a pas d'adhérents. C'est un électron libre, si vous voulez. Et quand il aura une personnel peut être attractif, mais sur le plan national, aura très peu de voix. Très bien. Juste une dernière question par rapport donc à la crise de la police en ce moment. Vous pensez que ce ras-le-bol et ce regain de tension, il pourrait être dû à quoi? Très rapidement. Le ras-le-bol de la France? Oui, le ras-le-bol plutôt de la police, ces manifestations et ces tensions. La police, vous savez, la droite accuse la gauche. Je ne vous entends plus. Non, je n'entends plus, malheureusement. Bon, la droite accuse la gauche d'avoir été beaucoup trop molle, mais il ne faut pas oublier que c'est le président Sarkozy, alors qu'il était président, qui a réduit les effectifs de la police par 15 000. Oui. Il a mis à la porte 15 000 policiers. Il a réduit le nombre de policiers en France et après il se plaint maintenant qu'il n'y en a pas assez. Alors que c'est lui le principal responsable du chaos qu'il y a maintenant. Oui. Très bien, Dr Saïd Zulfaqar, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous. Tiens, on va maintenant parler des élections puisqu'on l'a entamé avec Saïd Zulfaqar. Le climat en France en ce moment par rapport à ces primaires, donc on parlait d'un manque d'intérêt. Vous êtes d'accord sur ce qu'a dit M. Zulfaqar? Je pense qu'il y a une tension qu'on la touche partout dans la société. Je pense qu'il y a un manque de motivation parce qu'ils voient qu'à gauche et à droite, il y a de corruption. Il y a des gens qui ont été corrompus pour X raisons. On ne va pas parler dans les détails de ça, mais ils voient que et la gauche et la droite, ils ont des problèmes. Si Sarkozy a des problèmes, M. Hollande a des problèmes, d'autres genres de problèmes. Donc, ils sentent un tout petit peu, je vais trouver le mot exact, ils ont un peu un ras-le-bol. Un ras-le-bol de ces responsables politiques qui parlent pour dire des choses qui ne sont pas très objectifs, et quand c'est objectif, comme si ça ne les concernait pas, comme s'ils sont en dehors ou au-dessus de tout ça. Je pense qu'il y a quand même, vous avez évoqué M. Macron, M. Emmanuel Macron, qui est une très grosse tête. Il y a aussi M. Bayrou, qui est un peu centriste, mais peut-être il n'a pas assez de pouvoir ferme. Juppé, qui a été à un moment donné un tout petit peu en dehors, et maintenant... Mais je veux dire, les gens qui en ont assez de ce clivage droite-gauche, comment est-ce qu'ils envisagent un futur politique de la France, peut-être? Ça sera ma dernière question. Alors, c'est une indifférence. Ouais. Ils en ont assez de ces gens-là qui jouent un rôle pour après juste leur intérêt. Ils ont une saturation de la politique politicienne. Ils ont envie de trouver peut-être d'autres figures. Je pense que, par exemple, on donnait une image très négative du Front National, sans être un peu l'avocat du diable, mais l'image, Marine Le Pen a changé l'image de son père. Oui. Et je pense que le travail des autres responsables politiques, c'est de faire, je ne veux pas dire comme elle, mais de faire un peu changer l'image pour que le peuple français puisse s'investir plus, être plus motivé, se donner plus de la politique. On suivra ça de très près. Merci à vous, Dr Alper Tanios. Vous êtes présidente de l'Amicale Égypte-France. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors, je vous retrouve dans quelques instants après cette pause, notre deuxième volet. À tout de suite.